Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce troisième numéro de Terre de Mer consacré cette fois-ci au port du bassin d'Arcachon. On a coutume de dire qu'il en existe plus d'une vingtaine, mais vous le savez, tous ne sont pas de la même taille. Certains même ne sont que des abris naturels. Peu importe, chacun à sa façon a participé à façonner cette identité si particulière du bassin d'Arcachon. Prêt pour la balade? Elle commence ici au port de la Teste où nous attend notre bateau et les deux compères qui vont nous emmener, les frères Minos. Permission de monter à bord? Tout à fait. Bonjour Laurent. Très heureux d'avoir à bord. Ah, je suis content de vous voir. Vous allez bien? Très bien, oui. Bon, Super. alors ça c'est la silhouette du bassin, Exactement. le bac ostréicole, c'est ça? Exactement. Oh. On va en profiter, l'eau vient de monter, Ouais. on a assez d'eau pour sortir du port, Eh oui, on fait tourner le moteur. et c'est parti. Et c'est parti. Allez pour la balade. Alain, par définition, le bac ostréicole, c'est un bateau de travail. Avant qu'il y ait ce système de bateaux comme ça, qui sont plats, ils avaient des pinasses Ouais. et un chaland à côté qui remorquait en couple. Et c'était un peu dangereux parce que des fois, avec les vagues, ça cisaillait. Donc ils ont inventé un bac à moteur, ostréicole, déjà plat, qui faisait et la pinasse et le bac. Et là, aujourd'hui, effectivement, dans tous ces ports, plus d'une vingtaine d'abris et de ports du bassin d'Arcachon, on voit, j'ai l'impression, de plus en plus, justement, de ces bateaux traditionnels. Alors c'est vrai que les ostréiculteurs n'en ont quasiment plus, quelques-uns encore. Ils ont fait faire à la place des bacs en alu. Par contre, les bateaux traditionnels sont reconditionnés et retapés par les amoureux du bassin. Ça permet d'avoir des jolis bateaux sur le bassin. Surtout qu'ici, on n'a pas perdu le savoir-faire. On va aller voir ça. Et voilà, après une petite demi-heure de navigation, nous arrivons au port de La Rosse, sur la commune de Gujan-Mestras. C'est là, au milieu des ostréiculteurs, que Jonathan Hénard a décidé de s'installer, lui et son chantier naval. Bonjour Jonathan. Bonjour, enchanté. Bon, oui, moi aussi. J'ai hâte de voir. Hein. Ça vaut un pont-levis. Hein. Je vous en prie. Tout le monde ne vient pas là. Faut le mériter. Ça se mérite. J'espère que je le mérite. Jonathan, ça, ces deux bateaux, Voilà, c'est deux presque une anciens carte chalands. de visite. Hein. Deux anciens chalands qui attendent des gens Non, qui voudraient les restaurer, c'est peut-être. pas vrai. Si, tout est possible. Il n'y a plus beaucoup de fabrication réelle avec ces anciennes formes. Donc c'est bien d'arriver à les garder quand même. On peut les utiliser ou les restaurer même. Celui-là, on est en train de le restaurer. Donc on lui a refait toute la sole en acanou, tout est neuf là. Donc on termine sur le calfatage débordé à l'ancienne. On a fait tout un côté bâbord et on finit tribord le calfatage. Voilà, tout est neuf dessous. Il repart à l'eau dans peu de temps pour naviguer. Mais c'est un boulot de professionnel avec un vrai savoir-faire. Ça se fait pas comme ça, c'est pas une planche et 4 clous. On calfate à l'ancienne avec les toupes et Alors, le vitor, donc c'est du Le chanvre. calfatage, pressé. ça c'est particulier. Voilà, ça. c'est pour faire l'étanchéité. Ouais, Voilà, entre les planches, on va dire. Oui, c'est hein. ça, tout à fait. C'est le moyen traditionnel de faire l'étanchéité pour que les bateaux flottent. Donc ça, voilà, ça va rentrer à chaque fois. Ouais. D'accord, je comprends. C'est ça. Voilà, et on utilise des fers comme ça, dans ce style. Et on tape dessus au maillet ou au marteau. Voilà, pour rentrer ça en force. Et après, ça s'écrase et ça fait le joint. Bon, il n'y a pas que du bateau de travail quand même, là, quand on voit des pièces Non, comme il y a ceci. des petits bateaux de plaisance, des petits voiliers. Il y a d'autres bateaux quand même, hein, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est un genre de loup qui en Pareil, c'est un attente. bateau du bassin, ça, le Oui, loup, oui, tout hein, à fait, ouais. ouais, tout à fait. Là, il n'y a que des bateaux du bassin. Il y a un loup, il y a un petit mono, mon type d'Arcachon, et un bateau qui a été construit par Barrière à Arcachon. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on travaille dur, chaque année, un peu plus chaque année. On construit, on bâtit, on fait des hangars, on essaie d'améliorer l'environnement. Il y a des dangers, il y a des pièges sur ces bateaux, sur ces réparations, ces restaurations. On a toujours des mauvaises découvertes en démontant. Ça arrive souvent, malheureusement. Mais bon, on essaie d'anticiper au maximum.
Alors donc un nouveau pensionnaire là. Exact. Est-ce qu'on trouve facilement des jeunes professionnels pour travailler sur un chantier? Alors c'est assez difficile hein, quand même. Il faut Ouais. trouver. Il y a de la formation, mais c'est des métiers d'expérience. Il faut quand même du temps pour être opérationnel et pour être à l'aise. Donc on essaie de former des jeunes, voilà, et puis en espérant qu'un jour ils soient vraiment charpentiers de marine, on va dire. Ah, magnifique ces navires en bois, ces bateaux de tradition. On en croise encore quelques-uns, bien sûr, au détour des chenaux sur le bassin d'Arcachon. Surtout des pinasses, effectivement. Regardez-les, admirez-les, avec leur tonture, avec leurs lignes particulièrement, j'allais dire, élégantes, tout simplement. Que de charme, ça laisse rêveur. Allez, la balade continue, direction le nord du bassin, le port d'Andernos, encore un port ostréicole. Quand je vous dis que les ports du bassin ne manquent pas de charme, regardez, nous sommes en train d'arriver au port d'Andernos et tout au long de ce chenal tortueux mais fort bien indiqué, eh bien, on a une vue magnifique sur le site avec par exemple cette église Saint-Éloi d'origine romane, juste à côté d'ailleurs pour info d'un site gallo-romain. Et puis on a une vue sur ces arbres qui bordent le site naturel des Quinconces, où, pour l'anecdote, Sarah Bernard adorait venir se promener quand elle était en villégiature sur le bassin. 3, 2, 1... On va dire qu'on est rentré dans le port ostréicole d'Andernos. Regardez toutes ces cabanes, ces cabanons des ostréiculteurs, avec bien sûr les bateaux des plaisanciers qui ont leur place également sur cette partie du bassin. Alors on va essayer de se frayer un chemin et de retrouver le cabanon de Julien Becker, qui est un des jeunes professionnels de la région. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir. Il faut choisir son heure pour venir au fond du bassin, comme on dit. Ouais, mais bon. Parce qu'il n'y a pas toujours de l'eau. Belle ambiance ici alors. Oui, ça va. Ouais. Beaucoup de jeunes qui se sont lancés. Enfin, ouais, il y a une grande vague là, de jeunes qui se sont installés. Il y a de l'ambiance. Qu'est-ce qui fait la différence que je n'arrive pas à comprendre, mais que je ressens entre Andernos et les autres ports qu'il y a dans le bassin que j'ai visité? On reste vraiment dans notre métier, quoi. On ne bascule pas dans un autre métier. Et ce qui permet de garder quand même un minimum de nos identités de base, quoi. Se diversifier, oui, mais ne pas oublier quand même la première tâche, c'est la production d'huîtres, quoi. Et ça a quel intérêt de faire de la dégustation? Mais déjà, dans un premier plan, c'est valoriser le produit, le faire découvrir à une clientèle estivale surtout, de façon à le revendre après pour les fêtes de fin d'année. Et ensuite, l'aspect économique qui permet de rentrer de la trésorerie de façon à pouvoir réinvestir après dans notre production. Oui. Allez, c'est le moment de repartir vers l'ouest, vers le soleil qui ne va sans doute pas tarder à se coucher, vers une destination forcément magique dans le bassin d'Arcachon, avec des conditions d'accès sans doute un petit peu particulières. C'est dit, on ne va pas traîner parce que la marée est en train de descendre et qu'ici elle descend beaucoup plus rapidement qu'on ne peut l'imaginer. C'est même parfois spectaculaire et on n'a pas du tout envie de se laisser piéger, d'autant qu'il nous faut trouver encore un endroit pour dormir avant de vous retrouver demain à l'aube. Vous avez vu l'heure? À peine 6 h du matin. Le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez à l'horizon. Il commence juste à faire jour. On peut naviguer sur ce bassin d'Arcachon. On fait route vers l'est, nord-est très précisément, pour vous offrir une belle surprise. Oui, parce que là où on va,
Eh bien, je crois que seuls quelques initiés ont posé leur regard. Ah ben ça y est, on y voit un petit peu plus clair avec le soleil. Gilles, Oui, tu peux m'expliquer où on est parce que là je suis un peu mais paumé. tout à fait, pardonne-moi. mais enfin bon, j'y viens pas souvent. Mais a priori, nous sommes ici. Non, on n'est pas plus. Ah au non, non, milieu non, du pas du bassin tout. Non, 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 Ah, c'est non, non. incroyable. Et tu vois, la Leyre arrive ici. D'accord, Donc, parce on que va remonter la Biganos est là, donc on va Ouais. remonter. On va remonter et on va aller jusqu'au port de Biganos, qui est ici, en passant devant le port des Tuiles. Là, on est sur des zones découvrantes. Hein. Ah, tout ce qui est un peu complètement. dans les tons jaunes, ocre. Tout à fait. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un grand coefficient et nous sommes de montant. Quand on ne connaît pas trop sur le bassin, il vaut mieux toujours explorer les fonds du bassin de montant. D'accord. Et avec toujours 1 heure ou 2 heures de montant au cas où on s'égare un petit peu sur les touches. Instant magique avec un petit peu de brume au lever du soleil. Cela dit, même si ça a beaucoup de charme de naviguer ici, c'est pas si simple. Il faut savoir se faufiler entre les roselières qui s'étendent sur toute cette zone, se glisser entre les bancs, vous l'avez vu, qui sont assez nombreux sur le bassin d'Arcachon, les bancs de sable, les caouennes comme on dit ici. Et puis faire attention aux pignottes, parce que j'apprends des mots moi tous les jours. Les pignottes, ce sont ces perches de bois qu'il y a un petit peu partout d'ailleurs et qui sont très utiles parce que ça sert de repère. Ouais. Il faut de l'expérience ou alors beaucoup de sens marin. Ouh, de la cabane au volet rouge. Pas du peu, hein. Oui, bah je maîtrise pas complètement. hein. Oui, non, mais décalage horaire et tout le reste. Merci Alain, ça va? Aïe aïe aïe. C'est un autre univers ici, hein. Totalement différent. On est dans les terres, on est sur l'eau, et il y a le sourire, l'accueil. Super. Allez, bon, je vais essayer de pas me... Oh, et c'est super, Alain, merci de nous accueillir et surtout de tendre la main comme ça parce que ça peut aider. Ça n'a vraiment rien à voir ici avec ce que j'ai vu Votre dans le sentiment bassin. quand vous arrivez là? En Amazonie. Parce Je que suis en nous, Amazonie. on est imprégné Ouais. de ce genre de choses. On est habitué, mais c'est vrai que les gens qui arrivent ici, C'est un monde à c'est part. beau, hein. c'est particulier. On découvre, on ne s'y attendait pas en fait. C'est ça. Non, vraiment, Par vraiment. rapport aux autres ports environnants. C'est Ouais. un port nature, justement. Et on voudrait essayer de le plus longtemps possible garder malgré les pressions, bien sûr. Il y a des pressions au niveau des bateaux, puis éventuellement des commerces qui voudraient s'implanter là, mais niet, on protège. Elles viennent d'où ces cabanes? C'est quoi Alors voilà, c'est l'histoire la de question, pourquoi, qu'est-ce qu'elles font là et Ouais. pourquoi elles sont là, etc. Au début, bien sûr, dans l'histoire, le port n'était pas dans cette configuration-là. Il était très court, c'était un cul-de-sac, et il y avait quelques pêcheurs qui pêchaient, qui allaient à la pêche au filet au bassin d'Arcachon, et qui, pour stocker leur matériel, avaient besoin d'une cabane. Ok. Une cabane ordinaire. Et petit à petit, ces cabanes, les pêcheurs ont disparu parce que le poisson est venu à la difficulté pour accéder au bassin d'Arcachon. pas Vous simple, l'avez hein, vu, ouais, ouais. il y a 2 km pour accéder au delta. Donc ces cabanes se sont transformées petit à petit en pas des maisonnettes, mais des cabanes mais- pour faire cultiver la qualité de vie, un lieu de rencontre, l'apéro. Voilà. Et puis en revenant de la pêche le soir, déguster les huîtres et les coquillages que nous avions ramassés la journée. C'est une ambiance. Et hein. l'ambiance particulière qui va avec, quoi. Donc on y vient passer la journée, discuter avec les copains, déjeuner, dîner pourquoi pas, et quelques faire des animations. Mais on n'a pas le droit de dormir. Normalement non, sauf pour la sieste. J'aime bien le sourire. Voilà, c'est ça. Des règles pour que ça reste ce que ça a été Oui. dans le temps, j'allais dire. Que ça évolue le plus lentement possible. Parce D'accord. qu'on sait que ça va évoluer, bien sûr.
C'est extraordinaire cet endroit. Pour repartir, c'est sur une embarcation typique de la région que nous embarquons en compagnie de Yannick. Alors là, vous êtes sur une galupe, oui. C'est quoi l'origine de la galupe? C'était une barque de pêcheurs? C'est une barque à tout faire. Une barque familiale, une barque de travail. Alors elle a l'avantage d'être étroite, un fond plat et de pouvoir passer un petit peu partout, dans les marées hautes, marées basses. Au milieu des roseaux, elle sert aussi pour la pêche. On a un tout petit tirant d'eau qui nous permet de passer quasiment partout, à tout moment de la marée. Oui, parce que c'est vrai que le délice du bassin, c'est les fruits de mer, l'huître, le travail des ostréiculteurs, mais tout vient de là en fait. Mais sans l'eau douce et la température que l'air va apporter au bassin, comme tu dis, l'huître ne pourrait pas essaimer, ne pourrait pas créer sa laitance. Donc elle a son importance écologique pour l'économie globale du bassin. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que partout où on peut se déplacer, découvrir les endroits, on cherche toujours un point de comparaison. Certains diront sans doute, oh, c'est l'Amazonie, mais non, c'est quand même particulier. C'est le delta le Leyre, c'est pas comparable. Là encore, pas facile de trouver l'entrée de la conche du Mimbo, dernier abri naturel de la presqu'île. Ce n'est pas vraiment un port puisqu'on n'a pas le droit d'y dormir, mais regardez ce spot sympathique, presque magique. C'est l'une des haltes préférées, on comprend pourquoi, de tous les plaisanciers qui viennent naviguer sur le bassin d'Arcachon. Alors normalement, pas très loin des engins qui sont en train de déplacer le sable, on devrait retrouver un homme, Xavier Bergerot, ostréiculteur, qui lui vient sur son parc en tracteur et qui doit gérer le sable, justement, ainsi que les courants, bien sûr, la marée. Bonjour. Bon, là, donc, fin des travaux pour la journée, les engins sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait précisément, Xavier? Là, ils ont creusé ici, ils ont fait une bande de sable là qu'ils ont déplacé là-bas, que le bulbe étale maintenant, avant qu'ils soient recouverts par l'eau. Parce qu'en fait, c'était bouché. Voilà, c'était bouché, le bout du Mimbo, il allait beaucoup plus loin. D'accord. On n'arrivait presque plus à passer, ça avait trop creusé. Donc tous les ans, il y a un chantier de 15 jours, 3 semaines pour sortir le bout du Mimbo et le déplacer ou d'un côté ou de l'autre, suivant les besoins. C'est incroyable le nombre de tonnes qu'il doit y avoir de sable à déplacer. Eux, ils comptent pas en tonnes, ils comptent en mètres cubes. Ouais. Donc ils ont à peu près 15 000 mètres cubes à sortir. Mais après, c'est pas aussi que pour l'ostréiculture, c'est aussi pour la plaisance, parce que la saison estivale arrive. Si l'entrée est très étroite, les plaisanciers qui se mettent à l'intérieur pour pique-niquer et tout ça, on se gêne les uns les autres. Ça peut arriver à des frictions si ça va très loin, quoi. C'est beau ça, vous pensez à tout le monde, c'est bien. Ben, il faut essayer de cohabiter quand même. Moi, expliquez-moi un truc, Xavier, je comprends pas. D'où vient ce sable? C'est le sable qui suit tout le long du Mimbo. D'accord. Donc, tous les ans, il est repris ici, il est ramené à l'autre bout du Mimbo, tout le long pour renforcer le talus. Mais avec les vagues et la mer, il suit tout le long et tous les ans, ça ramène du sable ici. Et tous les ans, il faut repartir, le mettre à l'autre bout. Parce que là, les parcs aussi, ils sont touchés par l'ensablement. Aussi. Fatalement. Oui, oui, tout à fait. Mais depuis qu'il y a l'action du CIBA, on a réussi à ne plus perdre de terrain, nous, ostréiculteurs. Donc l'action du CIBA, c'est sortir le sable. Là, ça fait une quinzaine d'années qu'on ne recule plus. Donc c'est stabilisé, donc tous les ans ils sortent du sable, donc du coup on n'a plus besoin de reculer et tout le monde est gagnant, quoi. Quand on arrive du large de l'océan, on laisse le banc du Mimbo sur bâbord, c'est-à-dire sur notre gauche. C'est celui-ci que vous apercevez entre nous et le célèbre phare du Cap Ferret. Et puis bien sûr, on laisse sur tribord cette fois, c'est-à-dire à droite, la dune du Pilat. Et là, à partir de ce moment, eh bien, on vise l'entrée de port d'Arcachon, tout en évitant les bancs de sable, encore eux. Et notamment celui qui est sur notre chemin et qui est presque à fleur d'eau.
Arcachon, c'est le grand port du bassin, ouvert aussi bien aux plaisanciers qu'aux pêcheurs, des professionnels qui déchargent 2000 tonnes de poissons chaque année sur les quais, un petit peu plus loin. Et puis côté plaisance, excusez du peu, Arcachon pointe à la 2e place sur la façade atlantique. Bonjour. Bonjour Laurent, ça va? Bienvenue à Arcachon. Merci, Bienvenue au port d'Arcachon. Germain. Vous avez fait un bon voyage? Super petite nave, ouais, très sympa. Ouais, ici, vous vivez avec le soleil, en fait. Tous les jours de l'année. Oui, je vais les enlever, vous avez raison. On a le soleil tous les jours de l'année, faut le dire. On ne le dit pas assez souvent, mais en plus, vous êtes dans le plus beau port de France. Germain, on le voit, les installations sont assez récentes. Le port aussi, d'ailleurs. Hein. Parmi tous les ports du bassin, c'est le plus récent, non? C'est le plus récent, mais en réalité, la navigation sur le bassin et sur le port d'Arcachon date du Moyen-Âge. Ah oui. Arcachon est considéré comme un havre et un port de repli. C'est en 1958, en vérité, que le port se dote de vraies infrastructures, un gros quai pêche, une criée, une halle à marée. Et ensuite, juste après, 1960-1968, le port de plaisance. On est en effet le 2e port de l'Atlantique, après La Rochelle, le 3e port de France, le premier étant Port Camargue. 2600 places de bateaux à l'intérieur du port. On a également un port à sec de 110 places, un port de travail pour les professionnels du nautisme. On a tout un tas de services pour justement accompagner cette activité, cette pratique du nautisme sur le port d'Arcachon et sur le bassin d'Arcachon. Nous avons des élévateurs pour sortir et remettre les bateaux à l'eau, évidemment. Une capitainerie, Flandre Neuf, qui est juste à côté de nous et qui fait le bonheur des usagers, qu'ils soient particuliers ou professionnels, parce qu'on a une équipe qui est là, qui les accueille avec professionnalisme et avec le sens marin, c'est-à-dire que ce monde de la mer et des ports, c'est aussi une communauté. C'est une communauté nautique et on a à cœur, nous, Port d'Arcachon, de l'entretenir et de travailler main dans la main avec ces professionnels, ces usagers et les associations qui sont aussi bien représentées. On parle des plaisanciers, il n'y a pas beaucoup d'hivernage, hein, parce qu'ici, on peut naviguer quasiment toute l'année. On a une politique très forte et c'est d'ailleurs un des avantages du port d'Arcachon comparativement aux autres ports du bassin d'Arcachon, c'est de pouvoir être navigable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est notre grand atout, c'est notre attractivité. Et d'ailleurs, on drague le port très régulièrement, pour ne pas dire quasiment tous les ans. On y met des moyens assez importants pour permettre justement à nos clients, à nos usagers, de pouvoir sortir tout temps, toute heure et de profiter de cette belle météo. Alors justement, Germain, ça fait peu de temps que vous avez pris la direction de ce port, mais vous êtes déjà au boulot, j'allais le dire, parce qu'il y a des préoccupations pour les uns comme pour les autres. C'est par exemple le sable, encore le sable. On se bat ou on s'adapte, on crée des équipements qui permettent de réduire cet impact, mais surtout on drague. Et cette année, c'est-à-dire janvier, février et mars, on a déplacé des centaines de bateaux pour pouvoir draguer alors, à l'entrée du port, juste derrière nous, au fond du port également, pour que chacun puisse profiter en permanence de son bateau, de son emplacement. C'est impressionnant la vitesse à laquelle se forme par exemple ce banc là, juste à l'entrée, c'est dingue. Cette petite caouenne à l'entrée du port, en effet, on la drague tous les ans pour permettre à nos petits et gros bateaux de pouvoir rentrer en toute sécurité. Mais d'où vient ce sable? Du ciel, avec les vents sahariens, mais évidemment ça c'est une anecdote. En fait, historiquement, nous sommes sur un énorme bassin sédimentaire. L'Aquitaine est un grand bassin sédimentaire. Tout ça vient soit de la mer qui a envahi cette zone il y a des milliers, des millions d'années, soit des montagnes, notamment les Pyrénées, avec des glaciers qui râpent dans leur descente les contreforts granitiques. Et tout ce sable donc descend progressivement par les rivières, par les glaciers, d'abord des galets, des cailloux, et puis enfin du sable. Ce sable, on appelle ça un sable moyen parce que chaque grain a à peu près un diamètre de 300 microns. Bon, peu importe. Ce sont des sables moyens, donc relativement lourds, prélevés dans le milieu marin. Du milieu marin vers le milieu marin, ce sable ne bougera pas beaucoup. Mais tous ces sables qui sont sur nos plages, les sables mouillés, pas là où on met notre serviette, les sables mouillés, sont des sables moyens relativement lourds, adaptés au milieu. Plus vous allez dans des milieux calmes, plus vous aurez des sédiments fins, allant jusqu'à la vase, dans des milieux très abrités. Mais le bilan global du bassin d'Arcachon en termes de sédiments, vase et sable confondus, est à peu près à l'équilibre. Mais avec la zone externe du bassin qui est en déficit, plutôt érosion, et la zone interne qui est, elle, par contre, plutôt en positif, c'est-à-dire en sédimentation, voire en envasement. Et on sait bien que les dragages sont des opérations de shadok, en fait. On passe son temps à prendre du sédiment et à le remettre là où on veut. Mais la nature veut le mettre parfois ailleurs. Et notamment ici, la nature a tendance à vouloir le mettre au centre du bassin, alors que nous, on a envie qu'il soit sur les bords, sur les plages.
Ah, le sable, encore et toujours lui. Le sable qui n'est jamais là où on le voudrait sur cette magnifique zone du bassin d'Arcachon. Un vrai souci pour le CIBA et son président Yves Foulon, obligé d'organiser des travaux chaque année, justement pour que chacun puisse profiter, touriste ou pas, de ce merveilleux littoral. Yves Foulon, bonjour. Bonjour Laurent. Ici au Moulot, on a vraiment l'exemple de la problématique du sable, avec cette plage qui pourrait très bien disparaître. Ah oui, totalement. Mais les plages du Moulot, c'est une nécessité de les réengraisser, comme on dit, pour 3 raisons toutes bêtes. La première, c'est les bateliers d'Arcachon. Ils accostent ici sur cette jetée. Et si on ne draguait pas autour de la jetée, on ne ponctionne pas le sable qui est autour de la jetée, ils ne pourraient pas accoster. Donc on ne pourrait pas traverser. On ne pourrait pas traverser pour aller au ferré. Il y a une nécessité de transport. La deuxième raison, c'est les touristes que nous accueillons et nos visiteurs à l'année, mais aussi et surtout, bien sûr, nos riverains, ils ont besoin de plage. Et là, on réengraisse avec du sable que l'on prend au milieu du bassin pour créer de véritables plages. C'est important. La troisième raison, c'est les clubs de plage. Alors, ce sont des endroits mythiques. Chacun d'entre nous a appris à nager dans les clubs de plage. Les familles se retrouvent dans tous les clubs de plage du Moulot jusqu'à l'Aiguillon. Et sans plage, il n'y aurait pas de club. Donc voilà les 3 raisons qui conduisent le CIBA à agir de façon très concrète, à la fois de façon hydraulique, de façon mécanique. On puise le sable à l'intérieur du bassin et on le restitue sur les plages du Moulot. C'est une opération lourde. À peu près 250 000 € d'argent sont investis sur les plages chaque année sur les plages du Moulot. À peu près 20 000 mètres cubes. Donc c'est beaucoup d'énergie dépensée par le CIBA et c'est une nécessité pour les 3 raisons que je vous indiquais. Et comme tout le monde peut avoir du mal à imaginer ce que sont réellement ces travaux que vous venez d'évoquer, Yves Foulon, eh bien on y va, sur place. On extrait le sable sur la zone qui nous est attribuée par le CIBA et après on va réensabler les plages. Il y a 3 potences, donc la potence avant, la potence milieu et la potence arrière. Ouais. Et donc on va incliner l'élinde, ce qu'on appelle une élinde, c'est le tuyau de l'aspirateur, pour avoir un bon rendement sur les chargements. Ouais. C'est un gros aspirateur, c'est pareil. Ouais. Et il y a de l'eau et du sable. Ouais. Et par décantation, donc l'eau elle va sortir des cales et le sable va rester dans la cale. Ouais. On va s'échouer, ouais. Donc là on va laisser aller un peu, on va perdre un peu de vitesse et puis on va éviter et on va se présenter face à la plage. Ouais. On va essayer de se mettre juste dans le sud de l'épi 1, là. On voit la balise. Là. On est à combien, Claude? 40-45 mètres. Ouais, ok, ça marche. Là on doit être à une trentaine de mètres du pied de mur et le sable s'étale derrière. Ouais. Et c'est vrai que dans le milieu, ça fait un cratère, mais après ça s'étale en périphérie. Ouais. Et donc là, on va réengraisser plus particulièrement le coin de l'épi. Ouais. Et déjà, par rapport à tout à l'heure, on a gagné un peu, même si la mer descend, le bateau s'est avancé un peu par rapport à tout à l'heure. Ouais. Mais là, on est bien, là. On est bien. Là. Toute la plage a été quadrillée, c'est des carrés de 50 mètres à peu près. Donc ici, on est au niveau de l'épi 1, il doit y avoir à peu près 4 carrés de 50 mètres à réengraisser. Et donc le CIBA nous donne des indications sur les quantités de sable à mettre dans chaque carré. Vous comptez 1h15 à peu près, entre 1h et 1h15, ouais, à peu près pour décharger. Là, ouais. On repart aussitôt chargé, donc on a pour 5-10 minutes, le temps de remplir la cale en eau, arriver sur la zone de chargement. Et là, on recommence un chargement. Ouais. Et pour charger, il faut compter à peu près entre 1h30 et 2h. Ouais. Donc le bateau est employé en 24-24 et ça va durer comme ça pendant un mois. Les perrés du Pilat sont protégés en partie par des épis de rochers mis en place pour maintenir le sable et colonisés aujourd'hui par de curieuses petites bêtes. Alors je regarde l'état des épis et surtout des hermelles qui sont des organismes bâtisseurs d'écosystèmes. En fait les hermelles sont des petits vers
eux tout seuls ne font pas grand-chose, mais ils se mettent en groupe, en colonie, et forment des récifs de plusieurs mètres cubes de volume. Ce sont des habitats protégés en plus, donc on surveille leur évolution. Il y en a là? Voilà, là vous en avez, hein, les hermelles, et chaque, on dirait un peu les alvéoles d'une ruche. Et chaque petit trou abrite un ver. Et ce ver, il a besoin pour fabriquer son tube de sable. Nous sommes de toute façon sur des milieux pauvres, hein, ce qu'on appelle les sables moyens, donc des zones qui sont de toute façon sous stress hydrodynamique, la houle, les courants. Donc une faune relativement pauvre, une vingtaine d'espèces, 200 individus au mètre carré, ce qui n'est pas grand-chose pour ce type de faune. Et ça ne bouge pas. Donc c'est un endroit où nous, on est relativement confortable en termes de message sur l'impact. C'est pas comme si on était dans les herbiers du fond du bassin. Alors là, les débats seraient plus compliqués. Et ben voilà, vous savez tout, ou presque, sur ce sable qui façonne le bassin d'Arcachon et ses ports. Merci d'avoir suivi cette balade en notre compagnie. Je suis sûr qu'elle vous aura plu et c'est pour ça d'ailleurs que vous attendez avec impatience un prochain numéro de Terre de Mer. Ce sera pendant quelques mois. À bientôt.